Bonsoir, bienvenue. Voilà, je crois qu'on est en direct. Je vais attendre quelques minutes que les gens arrivent. J'espère que quelques personnes seront intéressées par ce direct ce soir et que vous allez me rejoindre. Que quelques personnes seront intéressées par ce direct ce soir. Et que vous allez me rejoindre. Voilà. N'hésitez pas à utiliser la partie des commentaires pour me dire bonsoir. N'hésitez pas aussi à me dire comment est le son. Je mets juste aussi tout ça sur mon autre téléphone, comme ça j'ai une sécurité. Voilà, bonsoir, bienvenue. N'hésitez pas à poster un petit commentaire pour vous signaler, pour me dire bonsoir, comme ça je sais que tout se passe bien. Volontiers aussi si vous pouvez me faire un petit retour sur le son, avec plaisir. Et en attendant, je me présente, je suis Stéphanie Monra de l'espace La Libellule et ce soir je fais donc ce petit direct pour vous parler de la médiumnité ou surtout pour répondre à vos questions à propos de la médiumnité. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que ce soit interactif, donc j'ai besoin de vos questions pour que je puisse vous donner des explications en fonction de ce qui vous intéresse. On va attendre encore un petit moment, voir si d'autres personnes nous rejoignent, j'espère. Et en attendant, je vous parle peut-être de mes prochains cours de médiumnité qui ont donc lieu à Bulle en Suisse. Il y a plusieurs sortes de cours que vous trouverez sur le site. Je crois que le site doit apparaître quelque part en lien, mais si ce n'est pas le cas, je le remettrai dans les commentaires plus tard. Et le prochain cours a lieu cette semaine, c'est un cours de base, donc sans prérequis, qui s'appelle M1 Médiumnité les bases, dans lequel je présente toutes les bases de la médiumnité, dans lequel je vous explique ce que c'est la médiumnité, ce que ce n'est pas. Puis il y a une partie aussi d'explication sur comment fonctionne votre cerveau en tant que traducteur de l'énergie que l'on capte en médiumnité. Une partie sur le contact avec vos guides et le lendemain une partie sur ce qu'on appelle en médiumnité la lecture psychique, c'est-à-dire la lecture de l'énergie d'une personne. Et bien sûr tout cela au travers de beaucoup d'exercices. Voilà, ça c'est un cours qui a lieu encore cette semaine et sur lequel il reste quelques places, mais qui a lieu également encore trois autres dates cette année. Toutes les dates seront en lien sur le site. Voilà, bonsoir, je vois que vous êtes plusieurs à arriver, merci de venir, merci d'être là. Pour que ce live fonctionne bien, il faut que ce soit un petit peu interactif et pour ça j'ai vraiment besoin que vous utilisiez la boîte des commentaires et que vous mettiez des petits commentaires déjà pour dire bonsoir, comme ça je sais que vous êtes bien là, et pour poser vos questions, quelles que soient les questions que vous puissiez avoir à propos de cette médiumnité. Et vraiment, il n'y a pas de questions stupides. Si vous vous posez une question, forcément que quelqu'un d'autre se l'est posé aussi. Voilà, bonsoir Corinne, merci. Volontiers aussi, dites-moi si tout a l'air de bien se passer avec le son. Et donc, comme je vous disais, pas de questions stupides. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Moi, je vais vous faire vraiment un direct basé sur vos questions. Donc, si je n'ai pas de questions, je ne saurais pas quoi vous raconter. Ça va créer des malaises. Donc, n'hésitez vraiment pas à me mettre dans les commentaires vos questions. Qui peuvent être évidemment des questions à propos de la médiumnité en général, qu'est-ce que c'est, ou des questions plus spécifiques. Vanessa, coucou, Véronique, coucou, super, merci, le son fonctionne, super, tout bien, merci.
On va attendre encore 2 petites minutes peut-être. Vanessa donc a une première question. Véronique m'en avait déjà posé une avant, donc je viendrai après là-dessus. On va attendre encore 2 petites minutes, voir si on a 2, 3 personnes qui nous rejoignent. Ou pas. Et donc, en attendant, je vous parlais donc des prochains cours de médiumnité. Donc un cette semaine en M1, en M2 contact, c'est le cours de contact vraiment avec les défunts. Corinne, super, merci pour la question, j'y réponds dans un instant. Donc M2 c'est le cours de médiumnité de contact, donc prendre contact avec les personnes décédées. Ce qu'on fait vraiment en 2 jours, on apprend vraiment à faire ça très très bien. Et le prochain cours a lieu les 29 et 30 mars en semaine. Ensuite, il y a de nouveau un cours en week-end, puis un cours en semaine, etc. Bien, donc je viens un petit peu sur vos questions. Donc Vanessa, faut-il méditer pour pouvoir faire de la médiumnité? C'est une très bonne question parce que c'est une grande idée reçue qu'on a à propos de la médiumnité, qui est encore très très véhiculée par beaucoup de médiums même. Cette idée reçue, c'est celle que justement on doit se mettre dans un état, dans un état spécial pour pouvoir accéder au monde spirituel. Dans tous les cours que j'ai suivis, on ne fait pas de méditation pour entrer en contact avec le monde spirituel. On peut faire des méditations, on peut méditer, mais on n'appelle pas ça méditer, on appelle ça plutôt s'installer dans sa puissance ou se mettre en contact avec le monde spirituel. Et cette façon-là de se mettre en contact avec le monde spirituel ne nous sert pas spécifiquement à faire de la médiumnité, mais nous est utile à faire le lien avec le monde spirituel pour notre propre développement. Donc c'est 2 choses séparées. C'est pas un prérequis de faire cela pour pouvoir faire de la médiumnité. Par contre, faire notre propre développement personnel est une forme de prérequis, si on veut bien, pour être un meilleur médium. Plus nous travaillons sur notre développement personnel, meilleure est notre médiumnité. Les 2 choses sont vraiment très très liées. Et notre médiumnité influence notre développement personnel influence notre médiumnité. Mais donc non, aucun besoin de méditer avant de faire un contact, par exemple, avec un défunt dans le monde spirituel. Au contraire, ça va excessivement vite, et c'est vraiment notre intention, notre pensée, qui dirige l'expérience. Donc il suffit vraiment de penser à créer un contact, et le contact se fait immédiatement. Je dis toujours que je vois le monde spirituel comme une réalité alternative qui est toujours là autour de nous, comme si le monde spirituel était juste là, juste derrière, à la périphérie de mon champ de vision. Quand je regarde là, je ne vois pas le monde spirituel, mais dès que je tourne la tête, ouf, il est là, je le vois. Et que c'est vraiment aussi efficace et rapide que ça. Je regarde plus. Et que par conséquent, il n'y a pas besoin de se mettre dans un état, il n'y a pas besoin de changer de fréquence cérébrale ou d'élever son taux vibratoire en tout cas, comme on peut souvent l'entendre. Évidemment qu'il y a plusieurs avis sur la question. La méditation n'est pas un empêchement, mais ce serait dommage d'en faire un prérequis obligatoire. On peut tout à fait méditer avant de faire un contact, pour autant qu'on ne renforce pas l'idée qu'on a besoin de cette méditation pour faire un bon contact. Ceci dit, je pense que plus on s'installe avec soi-même et avec le monde spirituel en connexion, et plus nous développons effectivement des bons aspects de notre médiumnité. Voilà pour ce qui est de faut-il méditer pour pouvoir faire de la médiumnité. N'hésite pas, Vanessa, à me remettre un commentaire si tu veux des éclaircissements là-dessus. Si ça te paraît clair, on laisse comme ça. Corinne, y a-t-il plusieurs formes de médiumnité? Alors, je ne sais pas exactement, Corinne, ce que vous entendez par plusieurs formes de médiumnité, mais la médiumnité, c'est quelque chose d'assez large. Très souvent, on voit la médiumnité principalement comme le contact avec les personnes défuntes. Mais en vérité, on trouve beaucoup plus de choses que ça dans la médiumnité, et ça couvre des choses beaucoup plus vastes. Par exemple, chez les Anglais, dans la médiumnité anglaise,
tout ce qui touche à l'intuition, tout ce qu'on nomme, nous en Suisse, en France, intuition, en Angleterre, on appelle ça ma médiumnité. Donc on ne dit pas mon intuition, on dit ma médiumnité, donc chez les médiums anglais. Et donc ça couvre les mêmes domaines. Tout ce qui est de l'ordre du contact avec le monde spirituel, dans le sens du contact avec notre team, avec nos guides, avec nos aides du monde spirituel, ça fait partie de la médiumnité. Tout ce qui est de l'ordre du contact avec les personnes défuntes, ça fait partie de la médiumnité, avec les animaux aussi évidemment. La communication animale fait partie de la médiumnité, puisqu'on utilise exactement les mêmes mécanismes. Donc on pourrait mettre ça tout à fait sous la médiumnité. On a des trans, les trans parlées, les trans guérisons, qui font absolument partie de la médiumnité, qu'on utilise souvent, qu'on apprend beaucoup. On a toute la guérison, pardon, on a toute la guérison qui fait partie de la médiumnité. Et là, on a vraiment plusieurs aspects dans la guérison. On peut avoir la guérison par l'intention, on peut avoir la guérison en guidance, c'est-à-dire qu'on fait de la guérison spirituelle, on peut faire ça avec ou sans imposition des mains, juste par l'énergie, à distance ou en présence, avec l'aide de nos guides. Ou de notre team, ou alors on peut entrer dans les trans-guérisons, où là on se met dans un état de transe pour que le monde spirituel puisse impacter au mieux la guérison. On a toute une ancienne forme de la médiumnité qui est la médiumnité physique. La médiumnité physique, c'est vraiment cette vieille médiumnité dans laquelle on fait tourner les tables, dans laquelle on utilise les planches Ouija, que vous avez vu très probablement dans tous les films d'horreur, et dans laquelle on peut faire des ectoplasmes, des transfigurations, enfin tout un tas de choses qui se font de moins en moins. Très probablement parce que ça prend beaucoup d'énergie au médium, mais aussi parce qu'on a très probablement fait un changement de société qui fait qu'on a moins besoin de ces grosses preuves et qu'on a compris maintenant qu'on peut aller beaucoup plus vite dans la médiumnité, puis beaucoup plus vite dans l'expression des preuves, sans devoir passer forcément par ces anciennes formes de médiumnité, mais on peut toujours les pratiquer, on peut toujours les faire. Donc oui, il y a plusieurs formes de médiumnité dans ce sens-là. Donc voilà, Corinne, je ne sais pas, est-ce que ça répond à votre question? Si pas tout à fait, n'hésitez pas à poser une question supplémentaire. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent et je vous invite vraiment à poser toutes vos questions. Ce direct est un direct interactif. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir le faire durer. Donc plus vous me posez de questions et plus j'aurai de choses à vous raconter, sinon on va tous et toutes très très vite s'ennuyer. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et il n'y a aucune question stupide. Si vous vous posez une question, probablement que d'autres personnes se les posaient également. Véronique m'avait demandé avant ce direct d'expliquer ce qu'est la trans-guérison. Donc je vais peut-être commencer par vous expliquer ce qu'est la transe en médiumnité. Donc quand on parle de transe, le plus souvent ce qui nous vient en tête c'est plutôt la transe chamanique, c'est plus ça qu'on associe aux états de transe, où on a tout de suite des images de personnes qui bougent, qui font du son, du tambour, des hochets, des choses comme ça, qui sont dans le mouvement. Voilà, c'est un petit peu la représentation la plus commune qu'on a de la transe. Et en médiumnité, la transe se fait complètement à l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'en médiumnité, la transe se fait dans un état de calme vraiment, vraiment profond, où le médium est simplement assis sur sa chaise, les yeux fermés, et descend simplement s'installer dans sa profondeur, à l'intérieur de lui, pour se mettre dans un état qui est un état de méditation profond. C'est un état dans lequel on descend sa fréquence cérébrale dans les ondes θ, qui est le même endroit qu'on atteint quand on médite souvent, puis qu'on sait bien méditer, on va se mettre au même endroit à peu près. Et depuis cet endroit-là, l'intention de départ est bien sûr de se connecter au monde spirituel. Et depuis cet endroit-là, ça permet au monde spirituel de pouvoir influencer un tout petit peu plus le monde physique, mais vraiment influencer légèrement. C'est
c'est pas que le monde spirituel peut arriver dans le monde physique et puis commencer à faire bouger des choses, ou c'est très très difficile pour le monde spirituel de faire. Dans cet état de transe, ce n'est pas non plus que le monde spirituel ou la personne du monde spirituel peut incorporer le médium. Ça n'existe pas. Et quand on travaille les états de transe en médiumnité, il y a quand même des fois où on aimerait vraiment qu'on puisse être incorporé parce que ça nous ferait moins de travail. Ce serait quand même plus simple de faire ça si il suffisait de fermer les yeux, de leur demander de nous incorporer et puis de les laisser faire le job. Ce serait souvent plus facile que le travail qu'on fournit en tant que médium. Donc voilà pour les états de transe. Donc vraiment c'est un état tranquille. À travers cette transe, on peut faire plusieurs choses différentes, notamment la transe parlée. Donc le médium essaye de se mettre dans cet état tranquille, de plus ou moins d'absence à soi-même, mais en général on est tout à fait conscient d'être là et on peut, si on le souhaite, à tout instant se relever, ce n'est pas un problème. Mais on n'a pas envie parce qu'on est vraiment dans un endroit calme. Et on essaye de se laisser vraiment inspirer directement les mots et on commence à parler en essayant de ne pas s'écouter en même temps, ce qui est justement tout un travail. Et ça permet vraiment au monde spirituel d'essayer de glisser du langage comme ça à travers la boîte vocale du médium. Mais évidemment que c'est la voix du médium qui s'exprime, que ce n'est pas une voix d'outre-tombe qui vient commencer à s'exprimer à travers moi, ça n'arrive pas. Mais il n'en reste que la transe parlée est vraiment un phénomène intéressant et quelque chose de vraiment très très intéressant à recevoir aussi. Parce que le monde spirituel, c'est toujours quoi raconter à la personne, et la plupart du temps, on n'a aucune idée quand on reçoit les gens pour une transe parlée. On ne demande rien aux gens avant. On ne leur demande pas de nous expliquer pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils attendent de la séance. On fait la séance, on laisse le monde spirituel parler et souvent c'est vraiment pertinent parce que le monde spirituel a une vision très globale de ce dont a besoin la personne dans cet instant. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait avec la transe. Et l'autre grand rayon qu'on fait avec la transe, c'est la transe guérison. Qui peut se passer de plusieurs façons. On peut faire de la transe guérison en étant avec la personne devant nous sans aucun contact physique. On peut faire ça en touchant la personne, on peut faire ça à distance. Mais c'est toujours le même principe. Le médium se met dans cette transe profonde, essaye de s'installer dans un bon endroit pour rester longtemps sans s'endormir ni être trop actif mentalement. Et ce qui permet au monde spirituel de venir influencer au mieux la guérison pour la personne. Donc c'est pas un état démonstratif de nouveau, on peut avoir des contacts sur la personne, mais on peut pas bouger les mains comme dans un soin énergétique, sinon ça nous ressortirait à chaque fois de la transe. On peut le faire mais très lentement, tranquillement, et j'ai vu des très bons médiums pouvoir faire presque l'équivalent d'un soin énergétique tout en faisant une transe parlée, tout en restant dans la transe. Donc voilà ce qu'est la transe guérison. Et dans la transe, on a encore un secteur qui est tout ce qui concerne les arts, où on a des personnes qui peuvent faire des portraits, par exemple, de défunts, tout en étant complètement en transe, donc à deux mains, les yeux fermés devant un tableau. On a une médium anglaise qui s'appelle Lynn Cottrell, qui fait ça. Si vous allez voir un petit peu sur YouTube, vous trouverez probablement quelques vidéos où on la voit faire ça en démonstration. C'est tout à fait fascinant. Et on peut utiliser d'autres formes d'art ou faire des écritures aussi en transe ou des choses comme ça. Voilà un petit peu pour ce qui est de la transe. Donc de nouveau, pareil Véronique, si ça répond à ta question, tant mieux. S'il y a quelque chose que tu veux affiner, n'hésite pas à poser une question supplémentaire. Je reviens un petit peu dans vos questions dans l'ordre. Oui, Vanessa, tu viens faire des cours, oui, avec plaisir, moi aussi, je me réjouis de te revoir. Corinne, j'ai répondu à votre question, super. Vanessa, à quoi servent les bols tibétains? C'est un autre sujet qui n'a pas trait à la médiumnité, donc j'en parlerai peut-être une autre fois dans un autre direct, mais comme ce n'est pas du tout lié à la médiumnité, ou ça pourrait l'être, hein, mais ça n'est pas dans ce que je pratique moi en tout cas.
Nathalie, bonsoir. Nathalie, est-ce que tout le monde a accès à la médiumnité? Oui, absolument. Là aussi, on a un vieux système de pensée, un vieux système de croyance qui dit qu'il faut avoir un don pour être médium, que c'est quelque chose qu'on doit avoir reçu quand on était enfant déjà, etc., etc. Euh, je pense que c'est vraiment faux. Je pense que c'est une vieille vision des choses qui s'est probablement mélangée avec un peu d'ego, parce que l'être humain est un être égotique. Moi, je suis vraiment, vraiment convaincue que notre cerveau est vraiment fabriqué pour faire de la médiumnité, pour faire de l'intuition, pour travailler dans toutes ces sphères-là. Et comme nous avons toutes et tous le même cerveau, eh ben oui, c'est possible pour tout le monde. Et pour moi, je fonctionne dans ma vie, je fonctionne beaucoup par expérience, répétition de choses, en allant toujours au plus simple. Parce que j'aime pas me compliquer les choses et que je suis quand même très flemmarde. Donc la flemmardise me fait trouver des raccourcis ou aller plus vite dans les choses ou essayer les choses au plus rapide. Et en faisant ça, je me rends compte à quel point ça fonctionne sans mettre beaucoup de choses autour, sans devoir construire beaucoup de choses autour. Et si ce n'était pas possible, si nous n'étions pas tous et toutes médiums, alors les cours de médiumnité ne fonctionneraient pas. Où les gens ne reviendraient pas, où les gens n'en parleraient pas autour d'eux, parce qu'ils viendraient en cours, ça ne fonctionnerait que pour les personnes avec un don, et les autres, ça donnerait rien du tout. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. Dans tous les cours de médiumnité, on a des résultats chez tout le monde, et c'est flagrant en 2 jours. Et en 2 jours, on a des résultats qui sont vraiment, vraiment des preuves pour les élèves. Et on a ce grand collège en Angleterre qui est le Arthur Findlay College, qui est un collège de médiums, donc qui forme des gens à la médiumnité toute l'année, à temps complet. Il y a des cours sans arrêt. Donc il y a tout le temps dans le collège entre 50 et 120 médiums, enfin élèves qui apprennent la médiumnité, avec des tas de cours très très différents. Et pareil, si ce n'était pas possible, mais ce collège j'aurais dû fermer il y a bien longtemps. Donc ce qui tente à prouver que oui, c'est possible et que ça fonctionne. Et que c'est assez rapide en plus, parce que sinon les gens se décourageraient vraiment, je pense. Et une autre chose à propos du don, c'est les personnes qui ont un don de nature, et elles existent, hein. Il y a des gens qui ont simplement utilisé cette partie de leur cerveau de façon plus spontanée et plus rapidement, sans forcément chercher à le faire, mais ça s'est fait comme ça pour eux. Et ces personnes-là, c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas à travailler. C'est pas parce qu'on a ce truc-là spontanément qu'on sait comment l'utiliser, qu'on sait comment gérer, qu'on sait quoi faire avec, à quel moment l'utiliser, à quel moment ne pas l'utiliser. C'est pas pour ça qu'on comprend non plus. Donc même dans les cours, on peut trouver des personnes qui viennent vraiment en sachant être médium depuis longtemps ou en le faisant déjà, mais qui ont besoin de mettre de la structure autour pour mieux comprendre. On voit ça aussi à Arthur Findlay, quand on y va, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en disant mais moi je fais ça depuis très très longtemps, mais c'est un peu, enfin voilà, il y a besoin de compréhension aussi. À un moment donné, il y a besoin de mettre des compréhensions intellectuelles aussi sur les choses, et ça nous aide à mieux nous gérer, à mieux nous diriger. Voilà Nathalie, j'espère que cela répond à votre question, à ta question. Je ne me souviens plus si on se connaît. Catherine, bonsoir. Voilà pour vos questions, donc n'hésitez pas à continuer à me questionner. Tant que j'ai des questions, je peux tenir ce direct. Quand vos questions s'épuisent, on s'arrête. Donc ça peut durer une demi-heure, comme ça peut durer 1 heure et demie. Donc en attendant vos prochaines questions, vraiment, hein, n'hésitez pas. Je vous renvoie donc sur le site de l'Espace La Libellule, où vous trouverez tous les cours de médiumnité, ainsi que les cours de Reiki et de communication animale, mais ce soir on est là pour la médiumnité. Une petite précision sur ces cours, ils sont numérotés, ils s'appellent M1, M2, M3, M4, M5, mais les numéros servent uniquement à ce qu'on s'y retrouve, et ça n'a que cette utilité. C'est-à-dire qu'on peut les faire dans le désordre, on peut commencer à M4, on peut commencer à M2, sans aucun problème.
C'est une bonne question, Corinne. Est-ce que quelqu'un qui pratique la médiumnité doit avoir un quotidien en accord avec une certaine morale? C'est une bonne question et un très très gros débat. Et c'est la même question qu'on peut se poser sur les thérapeutes en vérité, et sur tout un tas de corps de métier, je pense. Euh, oui, bien sûr que dans l'idéal, ce serait bien d'être un peu raccord entre faire quelque chose d'éthique, faire quelque chose de moral, quand on travaille dans l'aide aux personnes de quelque façon que ce soit. Euh, mais on est des êtres humains. Et on est des êtres humains incarnés avec un cerveau qui est dont toute la partie mentale de notre cerveau est un cerveau égotique, pris dans des incompréhensions de la vie, pris dans des choses, voilà, et qu'on fait tous comme on peut, avec ce qu'on a, et qu'on peut essayer de faire au mieux, mais qu'on peut se laisser déborder parfois. Et que je pense vraiment qu'on n'est pas obligé d'être quelqu'un de parfait pour pouvoir être thérapeute ou médium. On peut être très très bon ou très très bonne dans l'instant où on est dans le cadre de notre médiumnité ou dans le cadre de notre séance thérapeutique, et être une personne assez moyenne à côté, parce qu'on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même espace, on ne se pose pas au même endroit. Même si évidemment que c'est beaucoup mieux d'avoir travaillé sur soi avant d'aider les autres. Moi, ça m'a toujours paru logique de commencer par soi. Sur la médiumnité aussi, c'est plus on a une conscience de soi, plus on essaye d'être éthique, plus on fait attention, et plus ça veut dire qu'on va prendre en compte nos clientes, nos clients, et de faire attention à eux, et de pouvoir aussi s'adresser à eux de la bonne façon. Ok, je vois que vous rajoutez quelque chose sur la conscience. Oui, bien sûr que c'est bien d'être conscient aussi des choses, d'être conscient du rôle qu'on a, d'être conscient euh, de ce qui se passe dans cette interaction. Et je pense qu'en médiumnité, il y a une chose qu'on doit beaucoup surveiller, c'est le pouvoir que nous laissent les gens. Et on doit faire vraiment très très attention à ne pas prendre ce pouvoir, et à faire en sorte de bien redonner toutes les responsabilités aux clients-clientes. Mais ça m'a toujours paru essentiel en thérapie aussi. Parce que les gens nous cèdent vraiment le pouvoir en thérapie, en médiumnité. Vraiment, les gens estiment, comme quand on va voir un médecin, un avocat, que le médium a le pouvoir et qu'il sait mieux. Et que nous, on doit vraiment surveiller ça. Mais de nouveau, si on ne surveille pas très bien ça et puis qu'on se laisse un peu aller, peut-être qu'on fera des dégâts, peut-être pas, ça dépendra des gens, ça dépendra des interactions, ça dépendra des problématiques. Et puis, il y a quand même une chose aussi pour moi qui a toujours été assez claire, c'est je pense que tout le monde a sa place et tout le monde a un rôle à jouer, et que même si on est mauvais thérapeute ou mauvais médium et qu'on fait des erreurs ou qu'on prend le pouvoir, on va attirer à soi des gens qui sont justement dans ces thématiques-là. Donc il y a quand même une utilité, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a quand même, c'est pas pour rien qu'on se retrouve chez un mauvais thérapeute ou chez un mauvais médium. C'est qu'on a aussi soi-même un travail de développement à faire à travers cette relation-là, peut-être à travers le fait de se dégager de ce genre de relation d'ailleurs. Mais voilà, donc je pense quand même que tout le monde a sa place, et qu'on n'est vraiment pas obligé de faire ça. Mais de nouveau, moi ça m'a toujours paru la moindre des choses, en tant que thérapeute ou médium, d'être conscient de la relation de pouvoir qui existe, d'être conscient du fait que on doit être là au service des gens, et par conséquent que le travail c'est vraiment de respecter les gens, et de leur redonner leur pouvoir, et non pas de prendre le pouvoir ou de diriger les choses pour eux. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Je reviens un petit peu en arrière dans vos questions. Est-ce que moi je sens quelque chose de physique quand je suis en contact avec le monde spirituel, ou une sorte de signe? Euh, Pas toujours, Vanessa, pas toujours. Ça dépend ce que je fais en médiumnité. Si je suis dans des états de transe, oui, parce que je sens beaucoup mieux le monde spirituel plus proche dans les états de transe, donc oui, là c'est très très clair.
Si je suis en guidance, c'est-à-dire que je me laisse très fortement inspirer par mes guides, ce que je peux faire beaucoup en séance de thérapie, par exemple, en séance de thérapie, j'ai vraiment une grande partie de ma séance se fait vraiment en guidance où enfin, on me donne dans ma tête, on me donne les choses qui sont intéressantes pour la personne. Donc là, je sens pas spécialement le monde spirituel, j'ai simplement l'information arrive, c'est tout. J'ai pas spécialement conscience que ça vienne du monde spirituel, même des fois, mais il n'y a aucune sensation qui s'accompagne de ça. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que j'ai commencé la médiumnité. C'est parce que je faisais déjà ça sans m'en rendre compte et qu'un jour une amie m'a fait un soin énergétique et puis à la fin elle m'a dit oui il y a le mot médiumnité qui est revenu tout le soin. Puis je lui ai dit wow, ça fait pas de sens pour moi cette médiumnité. Je lui ai dit je sais pas, je comprends pas qu'est-ce qu'on va chercher dans ce truc, en plus c'est à la mode, ça m'intéresse pas. Et puis elle m'avait juste dit mais peut-être que tu dois comprendre que tu le fais déjà. Et ça m'avait beaucoup interpellée et c'est comme ça que j'ai fait mon premier cours. Et effectivement, en faisant ce cours, je me suis vraiment rendu compte qu'elle avait vraiment raison, que c'était quelque chose, ma connexion était déjà là, mais je savais simplement pas, je l'avais pas nommé comme ça, moi j'avais nommé ça comme une intuition, mais plus je développe ma médiumnité, et plus je vois à quel point c'est beaucoup plus que de l'intuition, et c'est vraiment une guidance permanente. Et c'est quelque chose que je vis beaucoup dans mes cours aussi, dans tous mes cours, je suis très très en guidance, je réfléchis pas très bien à ce que je vous raconte, bien sûr il y a toujours des choses qui reviennent, je raconte toujours un peu les mêmes choses dans les cours quand même. Mais il y a toute une partie qui se fait en guidance sans vraiment que ce soit très très clair c'est pas formulé dans ma pensée avant. Donc non, je ressens pas forcément quelque chose de spécial ou de physique. Ça peut arriver oui, ça peut arriver non. Dans les contacts, quand je fais des séances de contact, souvent je peux sentir quand même très fortement la proximité de la personne. Mais de nouveau, pas forcément. Je peux faire toute une séance de médiumnité de contact sans forcément sentir que la personne avec qui je suis en contact est vraiment présente ou la sentir énergétiquement. C'est tout à fait possible. Donc c'est pas un étalon de mesure qui permet de dire la médiumnité fonctionne ou fonctionne pas, ou ma médiumnité est bonne ou mauvaise. Ce qu'on aurait tendance à penser, on aurait tendance à penser qu'il faut vraiment que ce soit flagrant pour être sûr que ça fonctionne. Alors que pas du tout. Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est ça la vérité. C'est beaucoup plus subtil aussi. Voilà, Vanessa, pour ta question. J'espère que ça y répond. Alors, je reprends le fil de vos questions. Ok. Hop là. Excusez-moi, ça a sauté alors que j'étais sur quelque chose. Alors, est-ce que les événements perçus par un médium, bonsoir Lionel d'abord, est-ce que les événements perçus par un médium décrivent systématiquement une force ou une énergie existante? Ou y a-t-il aussi des formes de résidus inertes et disparus qui peuvent intervenir dans une vision ou une sensation? Lionel, je suis pas sûre de comprendre très très bien la question. Je vais tenter une explication, mais vraiment, remets-moi des commentaires si c'est pas, si ça va pas là où tu attends, hein. Euh, donc déjà, les événements perçus par un médium. Dans les événements perçus par un médium, ce que j'entends moi, c'est qu'on parle de voyance. Dans la médiumnité que je pratique, qui est donc le spiritualisme anglophone, on fait quasiment jamais de voyance parce qu'il y a des lois dans le spiritualisme anglais, dont une loi qui dit que le libre arbitre de l'être humain incarné est très important et qu'on ne peut pas interférer du côté du monde spirituel contre ce libre arbitre. Par conséquent, on ne fait pas de prédiction du côté du monde spirituel. On fait des guidances, c'est-à-dire on encourage, on essaye d'éveiller la conscience de la personne. Le monde spirituel, il va vous amener à regarder les choses différemment, à vous poser des questions supplémentaires, à vérifier des choses, à vous faire prendre conscience de quelque chose que vous pensez et savez déjà. On apprend rarement des choses, en vérité. C'est plutôt des confirmations de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de voyance. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour les personnes qui font de la voyance. Et c'est vraiment pas mon domaine à moi. Donc, si c'est ça que tu veux dire par les événements perçus par un médium, déjà, c'est pas du tout ce que je fais.
Après, avec cette histoire de énergie existante ou résidus inertes, je vais peut-être te donner une explication différente. Euh, il y a pour moi beaucoup de systèmes de pensée ou de systèmes de croyance sur le fait que il y a des esprits qui sont autour de nous, qui errent, des âmes qui traînent, qui sont pas passées de l'autre côté, qui arrivent pas à partir, qu'il faudrait qu'on aide à monter, je sais pas où, et qui peuvent imbiber ou imprégner un endroit, rendre cet endroit malsain, ou même s'accrocher à une personne, on entend ça énormément, hein, des entités accrochées, il y a des entités accrochées sur toi, on entend ça beaucoup, beaucoup. Et c'est pas du tout ma vision. Dans ma vision, dès la microseconde où on décède, immédiatement, sans étape intermédiaire, on se retrouve dans le monde spirituel. Et du côté du monde spirituel, il n'y a que de l'amour. Et je dis amour parce que j'ai pas mieux comme mot. Vraiment, j'ai pas mieux, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Puis c'est beaucoup plus. Enfin, j'ai pas de mots pour décrire ça, mais on va mettre amour. Donc il n'y a que de l'amour. Mais par contre, ce qu'on peut vraiment sentir très très bien, c'est les résidus énergétiques, c'est les empreintes énergétiques, les souvenirs énergétiques. Et souvent, c'est ça qu'on ressent quand on va visiter un lieu. Euh, on va sentir qu'il y a un résidu de quelque chose qui n'est pas très cool, qui n'est pas très sympa. Et puis, parce qu'on est nourri complètement par ces idées qu'il y a des âmes qui errent, des entités, et qu'on a vu un tas de films d'horreur, et qu'on nous a parlé d'un tas de trucs horribles comme ça, immédiatement, notre mental va décoder cette énergie qu'on sent par les choses les plus flagrantes qui nous viennent en tête. Mais il ne faut pas oublier que quand on utilise notre médiumnité, on est tout le temps en train de faire une traduction d'énergie. Jamais on a une information qui nous vient telle qu'elle. On est dans un monde énergétique. Même quand on discute avec une personne décédée, l'information, elle ne nous arrive pas mâchée telle qu'elle. Elle nous assiste. Même si nous on dit, je sais pas, ton grand-père me dit que la vérité c'est, j'ai attrapé dans l'énergie quelque chose que moi je vais traduire avec une parole, une pensée qui me fait dire que ton grand-père a l'air de dire que, mais c'est toujours une traduction que je fais. Et c'est le même processus sur les résidus énergétiques, les lieux, enfin les choses comme ça, où vraiment on sent quelque chose et on fait une traduction de cette énergie. Et notre traduction, elle se fait toujours, avec notre base de données, simplement, inconsciente, consciente, inconsciente, etc. Et donc, par conséquent, on peut vraiment mal traduire l'énergie. Et je pense ça fait des années qu'on traduit mal l'énergie des lieux en nommant faux les choses. Et qu'en plus, on pense qu'il y a des âmes qu'il faut aider à rejoindre de l'autre côté. Et je crois vraiment que le monde spirituel, ils n'ont pas besoin de nous, hein. Je pense qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous et que c'est vraiment une intelligence suprême et qu'ils savent faire ça tout seuls. Et de nouveau, je trouve qu'il y a un tout petit peu d'égo humain dans ce processus de penser qu'on est là pour faire passer les autres de l'autre côté. Ça fait peu de sens. Mais de nouveau, je ne veux pas aller contre les gens qui pensent ça, et ça ne veut pas dire que c'est faux sur la base. Ça veut dire qu'à la base, le ressenti est bien là, puis il est bien réel. C'est qu'on a bien ressenti dans l'endroit qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, qu'on mette une intention de nettoyage de l'endroit, ou une intention de faire partir une âme, ou juste la conscience ou la compréhension que ce n'est qu'un résidu énergétique, quoi qu'on fasse, on arrivera au même résultat. Donc c'est pas très très important de comment on codifie ça tant qu'on arrive à un résultat qui est efficace pour tout le monde. Et je pense que c'est la même chose au niveau de ce qu'on crée avec l'énergie. Tous ces phénomènes, tous les poltergeists, les phénomènes de portes qui claquent, de cadres qui tombent, d'objets qui disparaissent, apparaissent, tout ça, je pense que ça vient vraiment, vraiment dans la plupart des cas, mais vraiment plus de 98%, ça vient de l'esprit humain et non du monde spirituel. Et là, je crois vraiment on est très très loin d'avoir compris le fonctionnement de notre cerveau. D'ailleurs, le cerveau est étudié sans arrêt, hein. Et que sans arrêt, on fait des découvertes.
Et je crois vraiment que le cerveau est capable de manifester, que l'énergie, que nous, dans notre énergie humaine, on peut manifester des choses, et que notre stress fait des manifestations, que nos inquiétudes font des manifestations, que notre amour fait des manifestations aussi, mais elles sont, celles-là on les aime bien, donc on les prend pas en compte. Et que donc quand on assiste à des phénomènes comme ça un peu lourds, un peu bizarres, des portes qui claquent, des machins, c'est plutôt que ça vient de nous, mais de nouveau parce qu'on est nourri intellectuellement avec des peurs, avec des choses qu'on a entendues, qu'on nous a racontées, qu'on a lues, qu'on a vues, que d'autres gens disent aussi, que d'autres médiums véhiculent ces idées-là aussi, hein, d'ailleurs, ou d'autres thérapeutes. Alors on va codifier ça de la mauvaise façon. Mais moi, je suis vraiment convaincue que ça n'existe pas parce que je me dis toujours, si ça existait, si vraiment il y avait des mauvais esprits, des âmes qui traînent ou je sais pas quoi, mais dans tous les cours de médiumnité, ils s'attraperaient quelqu'un. Nous, on est là, on fait des cours, on est tranquille, on fait rien de spécial, on fait pas de protection, rien du tout. Si vraiment il y avait des mauvais esprits qui existaient, mais il me semble qu'ils s'en donneraient à cœur joie dans des cours comme ça. Alors qu'on est tellement volontaire puis tellement à disposition, on s'assoit puis on leur dit allez-y, mais évidemment qu'ils devraient en profiter. On serait des cibles beaucoup plus faciles à atteindre que d'autres personnes. Mais c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qui arrive, c'est pas ce qui arrive dans les cours, c'est pas ce qui arrive dans les cours de mes collègues non plus, c'est pas ce qui arrive dans le collège de médiumnité en Angleterre, etc. Voilà Lionel, je ne sais pas exactement si c'était un peu ça ta question, si ça tournait autour de ça ou s'il y a quelque chose que j'ai pas compris, donc n'hésite pas à reformuler si j'ai pas bien compris. Je reprends vos questions. Est-ce qu'on peut attirer des esprits peu sympathiques? Donc là, je pense que je viens de répondre déjà pas mal à ça, Vanessa. Il y a une autre chose qu'on peut essayer de comprendre aussi avec cette histoire-là, c'est que si par exemple je fais une médiumnité de contact, donc je prends contact avec une personne décédée pour un ou une cliente, et que la première chose par exemple qui me vient, c'est que je me sens angoissée, tout est sombre, je me sens, enfin, tout se resserre à l'intérieur de moi, je me sens mal, etc. Là, je vais faire un raccourci mental de nouveau basé sur mes croyances, mes peurs, tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai entendu, et Dieu sait que mon cerveau est nourri avec ça, hein. Même inconsciemment, hein, c'est pas qu'on est obligé d'être allé chercher l'information on l'a tout le temps de nos jours, hein. Enfin, depuis qu'on est enfant, on l'a tout le temps de toute façon. Et parce que c'est ça ma base de connaissances, je vais tout de suite m'imaginer que si je ressens tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est qu'il doit y avoir une âme méchante qui est en train d'arriver, puis que je me suis pas prémunie contre, je me suis pas protégée, j'ai pas fait attention, ou que sais-je. Alors que tout ce qui se passe, c'est une information que me donne la personne décédée de comment elle était de son vivant, puisqu'elle vient me donner des preuves pour la personne qui est là en face. Et que si elle me disait tout va bien, je suis dans l'amour, et tout va bien, et que c'est une personne qui a vécu que de la dépression toute sa vie, eh ben, ma cliente ou mon client ne reconnaîtra pas cette personne simplement. Donc on vient toujours me donner des preuves de comment on était quand on était vivant. Et donc, très probablement que la seule chose qu'il y a à faire, c'est de commencer par dire, ben, voilà, donc j'ai pris contact avec cette personne. La première chose, c'est que je sens que c'est une personne qui était angoissée, qui allait pas bien, qui voyait la vie en noir, etc. Donc, on reçoit que de l'information. Et une fois qu'on a exprimé cette partie-là, ça nous quitte immédiatement, et tout de suite, on peut aller ailleurs et avoir d'autres informations beaucoup plus joyeuses, si ça existait dans la vie de la personne, évidemment, hein. Mais je pense que c'est pour ça qu'on fait des confusions avec ces histoires de peut-être il y a des âmes méchantes. Je pense qu'on ne comprend pas qu'on ne fait que traduire de l'information et qu'on doit l'interpréter un tout petit peu. Et comme on a tendance à prendre des choses comme elles viennent, comme ça, sans comprendre comment fonctionne notre cerveau en tant que traducteur de notre médiumnité, alors on fait des raccourcis de pensée tout simplement. Voilà, je vais reprendre la suite.
Alors, quelle différence entre guidance et médiumnité? Euh, je suis pas sûre non plus de la question, mais guidance fait partie de médiumnité. Médiumnité, c'est un terme générique dans lequel on trouve tout un tas de choses. Et je sais pas à quel moment vous êtes arrivée, Nathalie, où tu es arrivée, mais en tout début, j'ai expliqué deux, trois choses par rapport à ça. Mais disons que la guidance, si je fais une guidance à une personne, je me mets en contact avec mes guides, mon team ou mon guide ou mes guides, et je les laisse m'inspirer les choses que j'ai à dire à la personne. Et donc ça, c'est ce que moi je fais dans les séances de toutes mes séances de thérapie. Si je travaille en kinésiologie, il y a toute une partie que je fais comme ça. Moi, je laisse simplement mon team m'inspirer les choses à tester, à essayer, etc. Et après, j'utilise le test musculaire pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour la personne ou pas. Mais en médiumnité pure, on peut faire des séances, on appelle ça des assessments, des bilans, qu'on peut faire de plusieurs façons différentes. On peut faire ça en lisant l'énergie de la personne, c'est alors ce qu'on appelle une lecture psychique ou une lecture d'aura ou une lecture du champ énergétique, et ou en étant en guidance avec nos guides qui peuvent nous donner des informations à propos de la personne. C'est pas un état de transe, donc c'est pas aussi profond qu'une. C'est une parole qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus pensée, on va dire, que dans un état de transe, mais ça reste une guidance. Alors qu'en médiumnité de contact, par exemple, on est vraiment dans le but de la médiumnité de contact est vraiment de prendre contact avec une personne décédée pour prouver à son proche la survivance de l'âme, en fait. C'est ça le but. Et donc, le grand travail d'une séance de médiumnité de contact, c'est de donner des preuves, donner des preuves, donner des preuves, donc des éléments. Voilà, ta grand-mère me dit qu'elle est décédée à 78 ans, qu'elle avait quelque chose sur les poumons, que c'est de ça qu'elle est décédée, qu'elle avait tant d'enfants, qu'elle aimait faire ci, qu'elle aimait pas faire ça, etc., etc. Et ça nous sert à prouver que la survie de l'âme est réelle, mais ça sert aussi, bien sûr, à se mettre en contact avec son proche et à être sûr que le médium fait pas n'importe quoi. Et puis on termine en général par un message qui nous vient de la personne décédée, qui s'adresse à son proche et qui lui amène un message, comme les guides pourraient amener un message, mais là ça vient directement par le proche décédé. Voilà, j'espère que ça répond à la question entre différence entre guidance, médiumnité. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, puisque c'est vraiment médiumnité, puis en dessous on a guidance, guérison spirituelle, médiumnité de contact, transe, etc., etc. Je repars sur vos questions. Hello Sarah. Est-ce que j'ai seulement de la clairaudience ou aussi de la clairvoyance ou autre? Dans nos clairs, en fait, on a 6 clairs en tout. On en a 3 principaux. Donc on a de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience. Et puis ensuite, on a des sous-clairs qui sont moins utilisés ou qui sont moins fréquents, on va dire, que sont la clairgustation, donc le goût, la clairolfaction, l'odorat, et la claircognition, qui est le savoir. Même si, à mon avis, la claircognition est une partie de la clairaudience. Et ces sens, en tout cas les 3 principaux, mais tous les sens peuvent se travailler pour se développer. Et en médiumnité, souvent, on fait des exercices challenge, on fait des exercices dans lesquels on demande au monde spirituel de nous donner que des sons, puis que des mots, puis que des goûts, etc., pour forcer nos sens et pour forcer nos clairs pour pouvoir les développer. Mais en général, quand on commence à travailler, on a un clair qui fonctionne mieux que les autres, et c'est pas le même pour tout le monde. Et ça peut être pour une personne de la clairvoyance, donc des images, pour une personne de la clairaudience, donc des mots de la pensée, pour une personne de la clairsentience, du ressenti, etc. Moi, je suis pas très clairvoyante, mes images sont pas très très bonnes. J'en ai parce que je travaille pour, mais j'en ai pas tant que ça. Et elles sont vraiment pas nettes. Mais ce qu'il faut comprendre aussi avec nos clairs, c'est que j'ai pas besoin que l'image soit nette pour pouvoir donner l'information.
Si je suis dans une médiumnité de contact, que je prends contact avec ta grand-mère et puis que ce qui me vient dans la tête, c'est la vision d'une campagne, d'un paysage de campagne. J'ai pas besoin de voir le paysage net, j'ai pas besoin d'avoir une idée de où c'est. Tout ce que ça me sert, c'est de dire, bah, ta grand-mère me montre qu'elle vivait en campagne. Et pour ça, j'ai pas besoin de détailler l'image. Donc je pense qu'on a des confusions autour des clairs aussi, puis de la compréhension de comment s'utilisent les clairs, de qu'est-ce qu'ils sont exactement, et de l'abominable croyance tenace que si on n'a pas d'image, c'est qu'on n'a pas de médiumnité ou qu'on n'a pas d'intuition, ce qui est absolument faux. Si on n'a pas d'image, c'est qu'on a de la clairsentience ou de la clairaudience. Donc moi je suis plutôt une clairsentiente, clairaudiente, c'est mes deux principaux sens auxquels viennent s'ajouter des images, du goût, de l'odorat et de la claircognition aussi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question Sarah, sinon redemande. Et je vais voir s'il nous reste des questions. Alors Lionel, est-ce qu'une sensation décrit forcément une énergie vivante ou y a-t-il des énergies mortes? Je vois toujours pas ce que tu veux dire par cette histoire d'énergie morte en vérité. Euh, tes sensations, elles viennent d'une lecture de l'énergie. Et la lecture de l'énergie, ça peut être tellement de choses. Tu peux lire l'énergie d'une personne, tu peux lire l'énergie d'un animal, tu peux lire l'énergie d'une pierre, de l'histoire d'un lieu. Donc dans ce sens-là, c'est inerte. Tu peux lire l'énergie d'un objet, tu peux lire l'énergie d'une personne décédée, etc., etc. Donc, quoi qu'on fasse, on est toujours dans je capte de l'énergie et je traduis cette énergie. Et tes ressentis, si tu parles de ressentis, c'est manifestement que c'est plutôt de la clairsentience, tes ressentis sont une traduction de l'énergie. Et le tout, c'est de savoir, c'était quoi ton intention de départ ou avec quoi tu étais en contact, qui t'a donné le ressenti. Et des fois, quand on n'a pas compris ou qu'on n'a pas cadré, on ne sait pas très bien d'où ça nous vient. Des fois, on se sent tout à coup pas super bien, sans comprendre que c'est juste parce qu'on est en train de penser à un de nos proches qui est pas très bien en ce moment, par exemple. Ou parce que on a une douleur dans la nuque, c'est parce que un de nos animaux a une douleur dans la nuque, puis on ne sait pas faire bien le tri. Mais ça aussi, on apprend à faire ça en comprenant déjà le fonctionnement. Plus on comprend le fonctionnement, puis plus c'est facile à utiliser. Et puis ensuite en entraînant tout ça, bien sûr. Voilà, j'espère que ça répond. Sinon, on redéfinit cette histoire d'énergie inerte. Alors, je prends la suite. Comment nommer le fait que des esprits connus ou inconnus dans mon existence passent discuter avec moi certaines nuits au moment de leur désincarnation ou avant leur incarnation? Je pense je pense que dans la nuit, dans le monde des rêves, je pense que le voile est très très fin entre les mondes, quels que soient ces mondes, et que vraiment on est en contact avec un tas de choses à ce moment-là. Et quand, selon je sais pas quoi, notre travail sur nous-mêmes ou notre conscience des choses, ben on peut faire des rêves éveillés ou des rêves semi-éveillés où on a bien conscience de ça. Euh, donc ça, c'est pendant les rêves, hein. Et là, il peut se passer tout un tas de choses. Il y a plein de gens, enfin, il y a plein de gens qui parlent de mondes, de systèmes solaires complètement indépendants, d'autres galaxies, etc., d'autres vies, de réincarnation, de choses comme ça. Moi, ce que j'ai beaucoup eu pendant une période de mon développement spirituel, c'était des rêves dans lesquels je recevais de l'enseignement. Donc, je pense plutôt des guides, mais qui me faisaient vraiment des grands enseignements sur des tas de choses fascinantes dont je ne me souvenais absolument pas au réveil. Et je suis pas la seule à avoir vécu des choses comme ça, donc ça arrive. Mais je pense que c'est parce qu'on est vraiment dans des endroits très 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 poreux, quoi, où tout se relie, puis très probablement que quand on est dans le monde des rêves, on entre dans une unité et qu'on est beaucoup moins dans cette séparation d'incarnation. Maintenant, si ça arrive pas pendant le rêve, mais plutôt avant, quand vous commencez à vous endormir, c'est probablement des perceptions de médiumnité, parce que quand on va s'endormir, on va descendre nos fréquences cérébrales jusqu'au sommeil et qu'on passe par les zones de médiumnité, puis par les zones de transe, puis on dort.
et très probablement que c'est des informations que vous attrapez qui arrivent. De mon point de vue, c'est jamais le monde spirituel qui force le passage. C'est toujours, il est là tout le temps, le monde spirituel. C'est pas qu'il s'en va puis qu'il revient. C'est pas qu'il est absent, c'est qu'il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je vais pas ailleurs que dans le monde spirituel, mais très probablement que si on allait sur les différentes incarnations, ou si on allait sur les différentes cosmologies, ou les différentes galaxies, à mon avis, ce serait le même principe. Ça doit être là tout le temps. C'est comme si tout est là en même temps, mais qu'on n'accède que à ce qu'on regarde en fait. Et ce regard n'est pas forcément conscient, hein. Ça peut vraiment être un regard inconscient. Je peux regarder le monde spirituel de façon complètement inconsciente. Mais une partie de moi à l'intérieur a envie de regarder, sinon ça se fait pas. Et donc je crois vraiment que le monde spirituel ne vient jamais forcer l'accès. Je vois d'ailleurs pas à quoi ça leur servirait de faire ça, parce que si forcent l'accès, je pense qu'ils font peur à 98% des gens et que donc ils perdent les gens, donc je vois pas l'intérêt de faire ça. Alors qu'ils peuvent faire tellement de choses pour nous accompagner dans le développement. Donc pour moi, c'est plutôt que on regarde. Donc ce que je comprends de ce que vous dites, mais il faudrait qu'on en discute plus en détail, hein, pour que j'ai un avis plus objectif. Ce que je comprends, c'est que vous êtes en contact parce que vous regardez du côté du monde spirituel, et puis qu'à ce moment-là, vous avez des informations. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une mission de quelque chose. Euh, et alors pour moi, une chose importante au niveau de l'éthique, c'est vraiment sortir de cette idée que parce qu'on a eu une information, on a un devoir et une mission d'aller délivrer cette information à quelqu'un qui n'est pas au courant, qui n'a rien demandé, qui n'a pas fait appel à nous. Et ça, je pense que c'est fondamentalement à la mauvaise place. Je pense que c'est vraiment parce qu'on regarde, on voit des trucs, et puis quand on regarde sans chercher quelque chose de spécial, ben on voit tout et n'importe quoi en fait. Alors que si je regarde avec une intention précise qui est mon guide, une guidance pour quelqu'un, un contact pour quelqu'un, ou un contact avec un de mes proches d'ailleurs, alors parce que je définis l'expérience dans quelque chose avec mon intention, ça s'égare pas ailleurs. Voilà, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, mais n'hésitez pas à poser des questions si ça vous paraît pas tout juste, ou si ça laisse des questions. Alors, je reprends le fil. Ok. Sarah, est-ce que je vois les défunts? Non, du tout. Donc vraiment, de nouveau, je suis pas clairvoyante. Et en plus, moi j'ai vraiment bien compris que c'est complètement inutile. Dans le sens où ma médiumnité est très cadrée, parce que j'ai toujours été très consciente que mon intention définit ce qui se passe. Et que quand je suis chez moi tranquille, j'ai aucun besoin d'être en contact avec le monde spirituel. J'ai pas de clients, j'ai pas de clientes. J'ai besoin que d'être en contact avec mes guides si j'ai envie, ou avec mes proches à moi si j'ai envie de leur parler. J'ai pas tout le temps envie de leur parler, hein, ou j'ai pas besoin non plus, mais j'ai pas tout le temps envie. Euh, Et donc, par conséquent, quand je fais quelque chose qui n'est pas cadré dans un cadre de cours, de séance, alors ça fait aucun sens qu'il se passe quelque chose, donc il se passe rien parce que je suis toujours décisionnaire de tout ça. Comme tout le monde, hein, on est toujours décisionnaire. C'est de nouveau, le monde spirituel n'interfère pas. Et si je fais une médiumnité de contact, j'ai vraiment fortement conscience que de voir dans mon esprit la personne, c'est pas une preuve. Et si je décris la personne que je vois, c'est pas forcément une preuve pour le client ou la cliente. Ça peut être une preuve, mais ça peut être une preuve pour autant qu'il y ait quelque chose de spécifique. Si je suis en contact avec une personne défunte et puis que je dis, ben, je vois que c'est quelqu'un qui avait une grande cicatrice là, d'accord, c'est intéressant, je vais probablement le voir. Mais peut-être pas, hein, parce que je peux passer à côté aussi. Mais par contre, si c'est une personne lambda, puis que je la décris, puis je dis c'était une personne qui avait les cheveux noirs, longs, mais est-ce qu'elle les avait longs toute sa vie, ou est-ce que je la vois que dans un instant? Moi, j'en sais rien. Qui s'habillait avec des robes à fleurs, mais est-ce qu'elle portait vraiment tout le temps des robes à fleurs? Si oui, alors oui, c'est une preuve, et sinon, c'est pas très très flagrant.
Donc on croit souvent que si on décrit la personne, ça va être une meilleure médiumnité, mais je pense que c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis la preuve, elle peut être tellement subtile. Euh, dans un cours, dans un de mes derniers cours, il y a à un moment donné deux personnes qui font un exercice de médiumnité de contact. Et donc une prend le contact, elle commence à expliquer des choses, je ne sais plus si c'était le grand-père, je crois. Et donc elle lui donne des éléments, et la cliente, elle lui dit oui, non, oui, non, oui, non. Et à un moment donné, la médium, elle dit, mais il montre une voiture, mais j'ai pas envie de t'en parler parce que je comprends pas ce que c'est, puis que c'est tellement ridicule, évidemment, qu'il me montre une voiture, tout le monde a une voiture. Donc je te le dis quand même parce que ça, c'est vraiment trop fort dans ma tête. Et puis la cliente, elle dit oui. Mais évidemment que la médium, elle dit oui, mais moi, je t'ai juste dit voiture, évidemment que tu dis oui, c'est pas une preuve, quoi. Mais quand elles ont débriefé, la cliente a dit, mais en fait, pour moi, ça fait énormément de sens, la voiture, parce que c'était le premier de son village à avoir une voiture et que ça a été très important pour lui et qu'il en a parlé beaucoup. Donc, c'est pas une petite preuve alors qu'elle a l'air ridicule. Quand on fait ce travail, on ne sait jamais très bien qu'est-ce qui va percuter chez les clients et les clientes, qu'est-ce qui va être une bonne preuve, une mauvaise preuve. Donc dans ce sens-là, spécialement voir ou pas voir, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais si ta question, elle était plutôt dans le sens de est-ce que je vois des morts décapités, éventrés dans mon environnement, alors non, absolument pas. Parce que c'est pas, parce que de nouveau c'est moi qui suis en contrôle et que c'est absolument pas nécessaire et que si j'ai pas besoin d'informations, je regarde simplement pas là. J'ai pas besoin de regarder là quand je vais faire mes courses, c'est pas intéressant. Je peux, comme je peux lire l'énergie d'absolument tout le temps, partout, même les gens avec qui je suis pas en contact, mais à quoi ça me sert? Si je vais à la Migros et puis que j'ai de l'information sur la personne qui est devant moi à la caisse, à quoi ça me sert? Je peux pas aller lui dire je sens que vous allez pas bien, allez venez, je vais vous faire une petite séance de kinésiologie au milieu des fruits et légumes. Non, pareil avec le contact. Si je regarde du côté du monde spirituel, je peux avoir tout à fait conscience qu'il y a un proche de la personne qui est devant moi à la caisse, mais puis alors, la personne ne m'a rien demandé, elle n'est pas là pour ça. Si moi j'ai l'information, c'est uniquement parce que je regarde le monde spirituel, c'est pas parce que le monde spirituel a besoin de moi spécifiquement pour faire passer un truc. De nouveau, on doit toujours surveiller un peu notre ego avec tout ça. Voilà Sarah, j'espère que ça répond. Bien, je crois qu'on arrive à la fin de vos questions, donc je vous laisse encore un petit instant si vous avez des questions à ajouter. Et je vous invite bien sûr à liker cette page si ce n'est pas encore fait, à vous rendre sur le site, à aller voir les cours. Je vous parle aussi du cours de cette année. Cette année, je fais donc un stage spécial. Un stage d'une semaine complète au mois d'octobre qui aura lieu en France, en dessus de Montpellier, dans un endroit assez magique qui s'appelle le hameau de l'Étoile, qui est un hameau de vieilles pierres dans la nature. Enfin, voilà, ça va être super. Où on sera deux médiums, on va prendre 20 élèves maxi. Et à deux médiums, ça nous fait donc un groupe de 10, ce que pas tant que ça. Et ce qui nous permettra d'avoir des groupes avancés, des groupes complètement débutants, de mélanger tout ça, et bien sûr qu'on ne sera pas la même médium tout le temps avec le même groupe, donc comme ça on mélange les enseignements aussi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des visions différentes, même si Liliane Tenich-Belli qui fera ce stage avec moi a quand même évidemment un peu la même vision que moi. Et dans ce stage, on abordera la médiumnité de contact, la transparler, la transguérison, l'art et la lecture psychique. Donc on ira faire tout ça dans une ambiance de vacances détendue avec piscine et avec des petites soirées sympas. Voilà, toutes les informations sont sur le site. Corinne, quelle différence entre guérison spirituelle et transguérison? C'est uniquement l'état dans lequel on se met. En guérison spirituelle, notre médiumnité est assez active, donc on a assez conscience de ce qui se passe. On peut faire en même temps une lecture de l'énergie de la personne et avoir des informations sur ce qu'on fait, ou on peut faire le choix de déléguer à notre team de guides, puis de les laisser faire sans trop s'inquiéter de ce qui se passe, c'est égal, mais c'est à peu près au même endroit.
Et on est beaucoup plus actif, c'est-à-dire qu'en guérison spirituelle, je peux faire un soin c'est exactement comme un soin énergétique ce que je peux faire. Je peux aussi le faire à distance, je peux le faire aussi sans toucher la personne, bien sûr, mais je peux vraiment le faire sous forme de soin énergétique avec des positions des mains, en bougeant, en me déplaçant, etc. Sur la trans-guérison, je vais vraiment entrer dans cet état de transe, donc d'immobilité, d'aller à l'intérieur de moi, de vraiment fermer les yeux, d'aller profond, où je suis dans cette espèce d'état un peu avant le sommeil, où je dors pas, mais je suis pas tout à fait là, ce qui permet au monde spirituel d'influencer l'énergie. Au niveau de la qualité, pour moi, il n'y a pas tellement de différence. Qu'on fasse un soin énergétique, qu'on fasse une guérison spirituelle, qu'on fasse une trans-guérison, qu'on fasse une trans-parlée, je ne peux pas dire qu'il y a une façon qui donne une meilleure guérison que l'autre. D'ailleurs, ce terme de guérison, il faut un petit temps pour s'habituer parce que ça induit qu'on va guérir l'autre, c'est pas ce qu'on veut dire, c'est des traductions de l'anglais, mais on n'a pas trouvé mieux en français en fait. Mais ça veut évidemment pas dire qu'on guérit l'autre, ça veut juste dire qu'on amène l'énergie de guérison à la personne à travers plusieurs outils ou plusieurs façons différentes. Ensuite, les guérisons, elles surviennent tout le temps chez les gens parce que les gens sont d'accord, parce que les gens font quelque chose inconsciemment avec l'énergie. Ça vient pas du thérapeute, et le monde spirituel, pareil, ils font quand même les choses. Si la personne n'en veut pas, il se passera rien quand même, hein. Même si des fois il peut se passer des choses qui ont l'air assez miraculeuses, mais on n'a pas tellement de contrôle sur ces choses-là. Donc pas de différence pour moi sur c'est mieux de faire de la transguérison, c'est plus fort. Non, moi je trouve qu'en Reiki on a des résultats incroyables. Vanessa demandait avant sur la sonothérapie, qui est quand même un soin énergétique aussi, je trouve qu'on a des résultats incroyables. En transguérison on a des résultats incroyables. En guérison spirituelle aussi. Et dans toutes ces façons-là, des fois il se passe rien, soyons clairs. C'est pas toujours qu'il y a des résultats. Des fois on n'a rien qui se passe. Ou alors c'est très souterrain, puis on le voit pas. Donc voilà pour les différences entre guérison spirituelle et transguérison. C'est juste que quand on va faire de la médiumnité, puis qu'on tombe dedans, puis qu'on trouve que c'est fun, on veut tout aller toucher, puis on veut aller tout faire pour voir, pour comprendre, pour savoir, puis parce que c'est fascinant. Et en Suisse, on aime assez la transguérison. La transguérison, c'est un état qui est intéressant parce que c'est un état dans lequel on est inactif en tant que médium, alors qu'on est tout le temps dans des débordements d'activité dans nos vies. Donc ça nous pose aussi dans des endroits de calme, et ça c'est bon à prendre. Mais ça nous met aussi très très en lien avec le monde spirituel, et je pense vraiment que quand on est comme ça, dans ce grand ressenti du lien avec le monde spirituel, on est beaucoup dans des réparations des conflits de séparation, ou du conflit d'origine de séparation à cause de l'incarnation, et que ça nous amène beaucoup de guérison à ce niveau-là, juste parce qu'on est dans le contact. Je pense aussi qu'à chaque fois qu'on travaille avec le monde spirituel, quelle que soit la manière, hein, que ce soit avec nos guides, qu'on discute avec nos proches, qu'on fasse des médiumnités de contact, qu'on fasse des trans, je pense qu'à chaque fois qu'on est en interaction avec le monde spirituel, on reçoit de la guérison en passant, et on a un développement qui se fait. Mais c'est pas qu'on peut le nommer tout de suite, c'est pas qu'on le voit, c'est juste comme tous les processus finalement de développement personnel, on le voit quand on regarde en arrière. Et quand on regarde en arrière, puis qu'on regarde où on était il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a une année, on voit qu'il y a un truc qui se passe, puis qu'il y a une évolution qui se fait. Et chez les médiums anglais, par exemple, je trouve ça assez flagrant parce que les médiums anglais font peu de développement personnel. C'est pas l'Angleterre, on trouve pas ça aussi bien qu'en Suisse. En Suisse, on a pas mal l'habitude quand même. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont faire des thérapies, voir des thérapeutes qui essayent plusieurs choses. On a quand même un système incroyable. On a vraiment énormément de thérapies à disposition, avec énormément de choses remboursées, hein. On doit être un des seuls pays au monde qui offre ça. En Angleterre, c'est pas comme ça. Et par conséquent, les médiums n'ont pas une base de psychologie et n'ont pas une base de développement personnel, mais ouvrent leur développement personnel à travers leur spiritualité. Donc ils font un grand travail quand même, mais qui se fait à travers la spiritualité, à travers le contact avec le monde spirituel et le développement de leur médiumnité.
Donc c'est ce que je vous disais au début, à quel point c'est vraiment, vraiment lié. Mon développement personnel influence énormément ma médiumnité influence énormément mon développement personnel. Et on ne peut pas séparer ces deux choses. Mais parce que je pense qu'on n'est pas des êtres séparés, je pense qu'on est vraiment, on fait partie du monde spirituel vraiment complètement, on est juste dans une incarnation qui, par essence de l'incarnation, nous sépare un petit peu de ce monde spirituel. Corinne, j'ai découvert cet été que ce que je fais naturellement depuis l'âge de 8 ans, c'est de la transguérison. Oui, oui, alors probablement que la transguérison, tout le monde en fait. La transe, en tout cas, tout le monde en fait, puis c'est un état naturel du cerveau, hein, c'est pas quelque chose de spécial. C'est tous les jours on fait des trans. Tous les jours on fait des trans. Quand vous conduisez votre voiture, puis que vous savez pas où sont passées les 10 dernières minutes de la route, mais que vous avez quand même conduit, vous étiez en transe. Quand vous faites un truc en mode automatique comme la vaisselle puis que vous êtes complètement absente à vous, ben, vous étiez en transe. Et puis si vous le faites dans des états immobiles où vous vous posez dans cet espace puis vous laissez faire, automatiquement la guérison vient avec ça, je pense vraiment, ouais. Et qui est un état vraiment, vraiment agréable en plus, où on aime bien s'installer dedans en tant que médium. Même si il y a le côté qui n'est pas si actif que ça, qui des fois nous embête un peu, parce qu'on aime quand même bien faire des trucs, mais s'asseoir dans cet espace-là, c'est bien. Et il y a aussi une chose, moi, qui m'a toujours vraiment épatée à travers la médiumnité. C'est moi, je suis très très mauvaise en méditation, par exemple. Bonne soirée, Carole. C'est méditation pour moi, vraiment, vraiment, je suis mauvaise. Si je veux méditer, je vais m'asseoir et je vais faire que du mental. Je vais me dire, oui, qu'est-ce que je vais manger demain? Faut que je fasse les courses. Ah, faut que j'arrête de penser. Mais j'arrive pas à arrêter de penser. Ah, puis j'ai mal au genou. Et puis blablabla. Voilà, c'est comme ça. Si je m'assois en médiumnité, et que soit je m'assois juste avec mes guides, et je fais rien de spécial, hein, je fais exactement la même chose que ce qu'on fait dans une méditation, c'est-à-dire je m'assois, je ferme les yeux, mais mon intention elle est de contacter mes guides, alors immédiatement mon esprit est calme, ou très calme en tout cas. Alors jamais calme à 100%, ça n'existe pas, hein, mais très calme, mes pensées sont amoindries et vraiment je suis tout de suite dans un état sympa. Si je vais en transe, encore mieux. En quelques respirations, quand on a l'habitude, on peut descendre dans une bonne transe assez rapidement. En quelques respirations, je vais m'installer dans la transe et là, mon esprit est vraiment super calme, puis je suis juste bien. Et pour moi, la seule chose qui fait la différence, c'est l'intention de départ que je mets sur la méditation. Il n'y a pas cette intention de me mettre avec quelque chose de spirituel. Il n'y a pas chez moi, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas dans la méditation en général, parce que j'ai bien conscience que la plupart des gens qui méditent à travers le bouddhisme ou une religion, c'est quand même dans une optique de se connecter à quelque chose, donc ça doit emmener au même endroit, évidemment. Mais pour tous les gens qui font pas de méditation, puis qui s'assoient 3 minutes, puis qui ont de la peine, eh ben, il n'y a pas de différence entre faire ça ou s'asseoir avec ses guides, mais s'asseoir avec ses guides, ça marche tout de suite. Et je vois ça dans les cours aussi, les élèves témoignent de ça aussi. De vraiment à quel point leur esprit se calme tout de suite, puis qu'ils sont tout de suite bien, zen, alors que le reste du temps, quand ils veulent méditer, c'est une bataille, quoi. Donc c'est intéressant de voir ça, mais je pense pas que ça a à voir grand chose avec le monde spirituel en vérité. Je pense que ça a à voir avec notre cerveau et nos systèmes de pensée. Et que parce que je délègue, alors ça devient facile. L'être humain est quand même assez spécial. Voilà. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie en tout cas pour votre présence ce soir. Je vous remercie pour vos questions. Je vais très probablement laisser cette vidéo accessible sur la page Facebook de l'Espace La Libellule. Donc vous pourrez en tout temps y revenir si vous le souhaitez. Merci Sarah, j'aime bien cette remarque Sarah, que paradoxalement ça remet les pieds sur terre de parler du monde spirituel. Oh, oui, c'est assez vrai je trouve. Merci. Ah Liliane, tu étais là aussi, coucou, merci Liliane. Merci Véronique, bonne soirée Corinne, bonne soirée et puis
peut-être que je réitérerai l'expérience, mais je ferai exactement la même chose que cette fois, c'est-à-dire que je vous en parlerai une semaine avant pour que vous ayez le temps. Voilà, merci infiniment et toute bonne soirée à vous. Au plaisir.